Oui. Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier Trajectoire durable. Ces ateliers que nous organisons donc tous les mois, tous les derniers jeudis du mois en principe, de 9h30 à 10h30, ont pour objet de vous faire un point d'information mensuel sur un sujet lié au développement durable, donc que ce soit en matière environnementale, matière sociale, sociétale, etc. Et donc l'atelier d'aujourd'hui a pour thème la gestion des déchets. Et pour cela, donc, nous accueillons nos participants et nos invités, nos experts plus exactement, que je remercie beaucoup de leur présence. Donc nous aurons d'abord François et Florent, nos collègues conseillers HSE, qui vous feront, ils vous expliqueront exactement de quoi ils vont vous parler. Nous aurons également Aurélien du groupe Chimérec qui sera là plutôt en fin de webinaire. Et entre-temps, nous aurons le plaisir d'accueillir Olivier Faure, donc le président d'AutoEco, qui vous parlera d'AutoEco et de son programme et des actions que mène AutoEco. Voilà, écoutez, merci beaucoup à tous de votre présence. La RSE, à l'heure actuelle, est un sujet de plus en plus prégnant pour les entreprises et l'objectif de Mobilian, c'est de pouvoir accompagner ses adhérents, vous apporter des solutions opérationnelles, y compris sur la RSE, et pour cela, en vous apportant des éclairages sur les sujets liés à la RSE, donc en termes environnemental, social, etc. Et donc, je laisse la parole aujourd'hui et maintenant à François et Florent, mes collègues, qui vont vous faire un point sur toute l'actualité réglementaire et un certain nombre de conseils et d'informations importants à partager avec vous. Je leur laisse la main et je les remercie encore de leur présence. Bonjour, je vais donc commencer la présentation. Donc, ça va être quelques rappels sur les bonnes pratiques de gestion des déchets dans vos entreprises. Alors, partager. Voyez-vous bien mon déploiement? Oui, si tu peux le mettre en grand. Oui. Voilà. Ah, c'est bon. Donc, pourquoi bien gérer vos déchets dans les entreprises? Pour 3 points. L'image que ça peut redonner vis-à-vis de vos riverains, des clients. Merci de fermer vos... Pardon François, merci de Oui. couper vos micros pour qu'on entende bien François. Voilà. Limiter les coûts de gestion de ces déchets et puis respecter l'environnement, ça fait partie des obligations légales et également des démarches RSE comme expliqué par Christine. Donc, 4 étapes à respecter. D'abord, trier ces déchets, les stocker, les faire collecter et derrière avoir la traçabilité de suivi de la gestion de vos déchets. Donc, au niveau du tri des déchets, dans vos entreprises, on peut trouver différents types de déchets. Donc, on a 2 catégories. En rouge, tout ce qui est déchets industriels dangereux et en vert, des déchets industriels non dangereux. Donc, voilà, différentes catégories selon les activités que vous pouvez exercer. Donc, il faut trier les déchets séparer les déchets dangereux d'un côté et non dangereux, et par type de déchets si possible, pour favoriser leur valorisation par la suite. Quelques informations sur le tri des déchets, parce que déjà des exemples de mauvaises pratiques. Donc, à gauche, on a une poubelle dédiée aux ordures ménagères où il y a des déchets dangereux, on voit des chiffons souillés. Et à droite, c'est une benne mise en place par des collecteurs pour des déchets non dangereux, des cartons ou autres, et on y voit des pots de peinture qui sont des déchets dangereux. Donc là, il y a une non-conformité parce qu'on ne sépare pas les déchets dangereux et les déchets non dangereux. Deuxième mauvaise pratique, ça c'est des contenants pour déchets dangereux, donc soit un bac ou un fût. Et là, on a différents types de déchets qui sont en mélange. Donc à gauche, vous avez un peu des déchets non dangereux qui sont mélangés aux déchets dangereux. Et à droite, dans le fût, en fait, vous avez des filtres, des chiffons, des aérosols, tout ça qui s'est mélangé. Et ce mélange, ce non-respect du tri va entraîner des coûts la hausse des coûts de gestion des déchets. Parce que derrière, le collecteur va devoir trier et ça, c'est pas son travail. Donc, du coup, il va le faire refacturer. Et dernier point sur le tri des déchets et mauvaise pratique, c'est que certains déchets, c'est assez rare, quelques-uns, pas tous, ont des valeurs marchandes. Donc là, par exemple, une plaque en métal. Donc, si vous la jetez avec d'autres déchets et vous ne la séparez pas, au lieu de récupérer un petit peu d'argent sur ce déchet, vous allez payer pour son élimination. Donc voilà, faites attention sur le sujet. Donc, quelques bonnes pratiques sur le tri des déchets.
Mais déjà, sensibiliser vos salariés une fois que vous avez mis les contenants. Donc, vous pouvez faire appel à votre collecteur de déchets, soit pour qu'il fasse une formation dans votre entreprise ou qu'il vous donne des plaquettes pour voilà, sensibiliser vos salariés en expliquant à quoi ça sert, que derrière les déchets sont valorisés. Donc, plus ils sont triés, mieux ils seront valorisés, donc mieux c'est pour la planète. Ensuite, on va mettre des affichages, étiqueter les contenants. Ça, pareil, les collecteurs peuvent vous donner des informations. Et dernier point, on définit un emplacement pour mettre les contenants de stockage de ces déchets et on les respecte. Voilà, les fûts ne se promènent pas dans l'atelier, ils ont un endroit dédié et comme ça, on sait où on doit mettre ces déchets. C'est plus simple. Plus c'est simple pour les salariés, plus ça sera respecté. Ensuite, au stockage, quelques mauvaises pratiques. Tout à l'heure, en introduction, je vous parlais d'image de l'entreprise. Voilà, quelques mauvaises images d'entreprise. Si, comme la photo de gauche, vous avez la chance et que c'est une entreprise à côté de vous, c'est pas trop grave. Par contre, si vous avez un immeuble d'habitation, vous risquez d'avoir le maire qui débarque dans votre entreprise parce que l'image que vous donnez vis-à-vis des riverains n'est pas la bonne. Donc, faites éliminer vos déchets au fur et à mesure. Évitez d'avoir des mini-décharges dans votre entreprise. Voilà. Il faut mieux éliminer au fur et à mesure. Comme ça, en plus, vous gagnerez de la place. La place va étant un point important dans votre entreprise. Donc, autant le faire, éliminer au fur et à mesure. Deuxième mauvaise pratique, c'est le stockage non abrité. Alors souvent on dit oui, mais les fûts, ils ont des couvercles, donc c'est pas grave, même si en dehors. Oui, sauf que le couvercle, il peut être bien positionné, mais il peut aussi se décaler, voire tomber, voire ne plus être présent. Et on se retrouve comme dans cette photo à droite, avec le fût vert, où vous avez de l'eau de pluie qui a été rentré dans un fût qui est apparemment pour des filtres à huile. Ben, résultat des courses, vous avez de l'eau de pluie qui normalement s'écoule et ne vous coûte rien. Ben là, vous allez devoir l'éliminer en tant que déchet dangereux. Et en plus, vous allez devoir séparer presque l'huile, cette eau souillée des filtres à huile, hein, où le collecteur devra le faire, mais ça sera un coût pour vous. Donc voilà, c'est un petit peu dommage d'avoir à traiter et à payer pour de l'eau de pluie qui normalement ne vous coûte rien. Troisième point sur les stockages, c'est sur un focus sur les cuves à huile. On a eu et on a encore de temps en temps des retours, des mauvais retours, hélas, sur les stockages enterrés. Donc les cuves, notamment l'huile usagée, on avait des cuves enterrées, parfois anciennes, souvent à simple paroi, et qui peuvent conduire à des pollutions. Pardon. Voilà. Donc on peut avoir ce genre de cas, et derrière, ça, les coûts vont être assez importants. Donc ce qui est préconisé, bah, c'est de stocker les usagés dans des cuves à double paroi, si possible aériennes, mais le stockage dans un cuve à double paroi enterré est toujours possible. Sachant voilà, qu'on nous a mis un ordre d'idée de la dépollution du sol, c'est à peu près 1000 euros par mètre cube de terre pour l'excaver, c'est assez important. Voilà, on a eu quelques retours d'expérience comme ça via Calix, qui est notre bureau d'études associé à Mobiliance, qui accompagne l'entreprise dans les travaux de dépollution. Et ça coûte rapidement plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire au-delà. Donc faites attention sur ce point de stockage en cuve enterrée. François, pardon, Oui. je je me permets une question. À quelle occasion est-ce que, des pollutions de sol sont identifiées? Alors, généralement, c'est lorsqu'on va céder son entreprise. Voilà, ça, c'est un des points généraux. Alors, il y a quelques années en arrière, les repreneurs faisaient pas forcément attention, et même les gens qui les accompagnaient, par exemple les notaires, faisaient pas trop attention. Et on a eu les premiers cas de figure avec les stations-service, parce qu'elles avaient des obligations réglementaires de faire en fin d'exploitation des analyses de mesures de pollution de sol, pour vérifier s'il y avait ou non pollution de sol. Et là, on s'est aperçu que il y avait pareil des stockages de carburant, alors je reviens à quelques années en arrière, hein, qui étaient à simple paroi et qui avaient conduit à des pollutions. Et du coup, mais quand cette problématique de pollution des sols par des cuves enterrées s'est fait connaître, du coup, ça a été maintenant déployé sur tous les stockages enterrés, que ce soit donc Oui. notamment pour les stockages de carburant, mais également pour les stockages qu'on peut avoir pour les huiles usagées. Voilà. Oui, faites attention à ça, juste pour compléter, effectivement, quand vous êtes ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, comme les stations-service ou les ateliers de plus de 2000 mètres carrés, c'est une obligation, c'est écrit. Le notaire, généralement, il y pense, quoique on s'est retrouvé des fois avec effectivement des oublis. Par contre, si vous avez moins de 2000 mètres carrés, que vous êtes un atelier de moins de 2000 mètres carrés, faites quand même attention, ça ne sera pas une obligation, mais nous, on vous le conseille fortement pour que chacun prenne ses responsabilités. Vous, en tant que vendeur, qu'on ne vienne pas après, 20 ans après, vous rechercher en disant que vous avez pollué ou vice-versa pour le repreneur. Parce qu'effectivement, lorsqu'on rachète une entreprise, on rachète les bâtiments, le matériel, mais également l'état du sol.
Donc, c'est là qu'on peut avoir des problèmes. Il vaut mieux que ça soit traité en amont. Déjà, voilà, éviter la pollution, hein, parce que qu'elle coûte au vendeur, au preneur, peu importe, c'est quand même dommage de dépenser de l'argent pour retirer des terres polluées. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on voulait vous alerter sur le sujet. Quelques bonnes pratiques. Donc, en fait, il faut déjà mettre sous abri vos déchets. Ça peut être les exemples que vous voyez. Donc, un abri grillagé, un conteneur. Il y a des entreprises qui achètent des conteneurs, voilà, qui peuvent servir pour stocker vos déchets, ou un endroit abrité. Donc, il y a plusieurs solutions de manière que ce soit abrité. Ensuite, le stockage de produits dangereux liquides, donc les déchets dangereux liquides, doivent être sur rétention pour éviter de polluer le sol ou les réseaux d'eau. Donc, vous avez plusieurs solutions, les bacs de rétention ou les plateformes de rétention. Les cuves, soit sont en double paroi, soit elles sont placées dans une cuve qui fait double paroi. Vous avez les bacs plastiques pour les batteries. Et également, ça se développe un petit peu, c'est des sols qui vont être étanches, avec des résines notamment, et qui vont rendre le sol étanche. Comme ça, en cas de déversement accidentel ou de voilà, un problème sur un stockage de produits dangereux, y compris pour les déchets dangereux, liquides, voilà, il n'y aura pas de pollution des sols. À condition, bien sûr, de ne pas avoir de grille d'égout à côté. Donc voilà quelques points voilà, qui semblaient importants sur le stockage pour éviter derrière d'avoir des mauvaises surprises en termes de pollution. Et derrière, une fois qu'on a bien trié, qu'on a stocké ces déchets, il faut les faire collecter correctement, donc passer par un collecteur qui est agréé. Comme ça, vous êtes sûr que votre déchet va aller dans la bonne filière, vous allez respecter la procédure. Et normalement, derrière, le but c'est aussi que les déchets soient valorisés. Et ça permettra d'avoir les justificatifs d'élimination. Alors avant, c'était papier, maintenant, c'est via le site Track Déchets. Voilà. Et on vous a remis voilà, sur Track Déchets, le lien vers sur notre site internet où on a mis le guide avec les quelques questions essentielles et les réponses sur Track Déchets. Ça fonctionne bien, Track Déchets? C'est pas trop compliqué? Normalement, non. Puis en fait, le principe, c'est que normalement, avant, c'était le collecteur qui émettait le bordereau. Là, c'est pareil, au lieu de le mettre en version papier, il le met en version électronique. Après, c'est que l'entreprise d'avoir un code qu'elle rentre lorsque le collecteur vient et s'assurer que, bah, pareil, toujours pareil, que les contenants, bah, ce qui est marqué sur le papier correspond bien à ce qui est, enfin, ou en version électronique, eh bien, ce qui est récupéré. Par exemple, si on prend 2 fûts de liquide de refroidissement, ben, c'est bien 2 fûts de liquide de refroidissement. Mais après, ça, voilà, ça se fait bien. Et puis, ça évite derrière avoir des papiers à conserver par l'entreprise. Comme ça, tout est sur Track Déchets. Donc, pour justifier de ça en bonne élimination des déchets, voilà, moi, c'est plus simple. Je peux Oui, intervenir sur ce sujet parce que c'est intéressant. On travaille avec Track Déchets depuis l'origine, hein, jusqu'au départ où ils ont créé, puisqu'on a fait des liens entre nos bases de données et les leurs. Donc, c'est Pour Olivier pouvoir... Faure pour Auto-Éco. Il faut que tu te présentes, Excuse-moi, Olivier. excuse-moi, Olivier. Non, mais parce que c'est important. C'est une obligation. Un collecteur n'a plus l'autorisation de venir collecter un déchet dangereux, puisque Track Déchets, c'est que les déchets dangereux, sur un site qui n'aurait pas son numéro sur Track Déchets. Et normalement, c'est à l'émetteur, enfin, c'est à celui qui va se faire collecter de faire la demande. Il se trouve que de plus en plus, dans leur cadre de service, les collecteurs prennent la main sur le compte du garage pour pouvoir faire cette prestation. Ça se passe très très bien, mais c'est vraiment une obligation légale. Sans ce numéro, pas de collecte de déchets dangereux. C'est le fameux code signature. C'est un code à 4 chiffres, effectivement. Ok, pas de questions sur cette première partie. Enfin, je ne sais pas, Christine, les questions, c'est à la fin ou On peut faire un peu au fur et à mesure et puis à la fin s'il y a besoin, mais n'hésitez pas Bon. à prendre la parole ou via le chat, avec Bon, plaisir. généralement, de ce que je constate dans l'automobile, ça fait déjà plusieurs années que sur le tri, le stockage, alors le stockage, il y a quand même quelques soucis de rétention, mais généralement, c'est plutôt bien suivi. Bien. Moi, je vais vous parler de la refacturation des déchets, puisqu'on a quand même pas mal de questions encore sur le sujet. Sachez tout d'abord que la refacturation, c'est votre choix. Vous pouvez très bien choisir de ne pas faire supporter, on va dire, la charge financière donc, de votre gestion des déchets au client, mais vous pouvez aussi le faire puisque le principe du Code de l'environnement, le premier principe, pollueur-payeur, c'est bien le client qui emmène son véhicule, c'est lui qui est
propriétaire de son véhicule et donc du déchet que ça va générer. Donc, pollueur-payeur, vous pouvez refacturer le déchet au client. Sur le principe, il n'y a pas de souci, ça a été validé par DGCCRF. Il y en a beaucoup quand même qui ne veulent pas s'embêter à faire des calculs soi-disant savants, mais on va le voir juste après, ou intégrer une nouvelle ligne et qui le répercutent du coup sur le taux horaire. C'est aussi un choix. Après, il faut expliquer pourquoi votre taux horaire est supérieur à celui du voisin, parce que vous avez inclus la gestion de déchets. Enfin bon, c'est votre stratégie, le choix vous appartient. En revanche, si vous décidez donc vraiment de répercuter le coût de collecte, il faut quand même respecter des règles fondamentales. Notamment, il faut bien évidemment refacturer que les déchets issus de l'entretien ou de la réparation. Vous ne pouvez pas faire supporter aux clients les déchets qui seraient générés par l'entreprise ou par une autre activité. Il faut que la refacturation corresponde donc du coup au service réellement rendu et il faut informer le client. Pour ça, il faut déjà respecter tout ce qu'a dit François juste avant, avoir une bonne gestion des déchets au niveau du tri, du stockage, de la collecte. Faites attention si vous passez par des ferrailleurs, entre guillemets, qui ne seraient pas autorisés, qui ne seraient pas agréés, ça peut commencer à être compliqué de justifier que vous êtes conforme sur ce sujet-là. Comprenez bien que si vous faites payer au client son déchet qui a un coût, un filtre, ça vous coûte, vous le répercutez au client, très bien. Mais réciproquement, il faut aussi lui rendre l'argent sur son déchet qui aurait une valeur de rachat, comme la batterie. La batterie, on vous les rachète, ça appartient au client. Vous ne pouvez pas lui faire payer que ce qui vous arrange, que les déchets dangereux. Il faut aussi lui reverser l'argent qu'il rapporterait. Donc, pour ça, hop, je vais vous partager un fichier Excel que Mobiliance a mis en place. A été validé aussi. Hop. Voilà, vous le voyez bien, c'est bon? C'est en train d'arriver. Ah, j'ai Internet qui doit un petit peu ramer. Voilà, ça y est. Parfait. Donc, c'est un fichier Excel, hein, pas bien compliqué, disponible donc, sur le site de Mobiliance où vous vous rapprochez de vos interlocuteurs. On vous le donnera et on vous l'expliquera comme je vais faire là maintenant. Vous voyez qu'il y a différents onglets. On vous a mis un onglet spécifique aux DND, aux déchets non dangereux, et un autre aux déchets dangereux, DD. On les a répartis par mois et par type de déchets pour que pour vous, ce soit plus facile à renseigner. Mais vous pouvez très bien faire des compilations, je vais vous le montrer. Donc, votre objectif est de reprendre toutes les factures de l'an dernier. Parce que oui, j'ai oublié de vous dire, mais la refacturation des déchets, ça marche sur une année une année, comment on dit, j'ai perdu le mot, mais il faut d'abord que vous ayez une année réelle au niveau de la gestion des déchets pour ensuite pouvoir la répercuter à vos clients. Donc, supposons qu'en janvier, vous avez fait partir des pare-brise, ça vous a coûté 120 €. Vous avez une location de benne à 90 €. Au mois d'avril, vous avez fait partir des pneumatiques, je vais quand même le prendre en compte. Alors, les pneus, vous allez avoir juste la location de benne. Vous avez fait partir du papier, du carton, 200 €. Je mets des chiffres un peu au hasard. Et au mois de mars, on va dire qu'un ferrailleur vous a racheté de la ferraille. Il vous a fait un chèque. Vous voyez qu'on vous a précisé dans la ferraille de mettre un moins justement pour bien préciser que là, on vous reversait de l'argent. Donc, il vous a racheté pour 120 € de ferraille. Même combat sur les déchets dangereux. Alors, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le mettre par mois. Hein. Si vous ne voulez pas vous embêter, vous mettez tout sur le mois de décembre et vous renseignez. Hein. Au mois de décembre, par exemple, vous avez fait partir des aérosols, ça vous a coûté 1 200 €. Vous avez fait, alors l'usager, c'est que c'est gratuit maintenant. Je vous le réexpliquerai après, mais voilà. Vous avez toujours une location de benne à 90 et ainsi de suite.
Le séparateur aussi, vous le faites entretenir une fois par an, par exemple, donc 700 € au mois de décembre. Voilà, vous renseignez vos petits tableaux et automatiquement, vous allez avoir sur l'onglet refacturation, et c'est ça réellement qui va vous permettre de justifier de votre bonne méthode de calcul auprès de la DGCCRF, puisque c'est plutôt eux qui peuvent vous contrôler. Vous voyez que tout s'est rempli automatiquement, et là, j'ai rien touché. Florent, Les excuse-moi, tu peux pare-brises. agrandir? Tu peux agrandir un peu le diaporama. Tac, tac, tac. Là, Ou en bas, voilà. Ouais. Ça. Merci. donc les pare-brises, les verts, 420 €, ça a repris tous les montants entre la collecte, la location de benne, le traitement et ainsi de suite. Ce qui est important de connaître dans ce tableau, c'est la clé de répartition entre ce qu'on ne peut pas refacturer parce que c'est pas refacturable, soit c'est par rapport à l'entreprise, soit ce sont des déchets qui rentrent dans les fameuses REP, responsabilité élargie du producteur. Par exemple, les pneumatiques, là, j'avais mis un montant, 180 €, mais c'est une REP, c'est 100% impacté à l'entreprise. Il y a aussi les piles usagées, les D3E et ainsi de suite. Les huiles usagées, je vous en ai parlé, les huiles usagées, on ne peut pas les refacturer, c'est 100% sur l'entreprise. Sinon, c'est une répartition entre l'activité carrosserie et mécanique. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est la ligne 19. Là, c'est les papiers carton. Papier carton, on a estimé que 20% venaient impacter l'entreprise, vos papiers de poubelle, de bureau et ainsi de suite. 50%, c'était de la carrosserie parce que ce sont les emballages de pare-brise, d'éléments de carrosserie, donc assez conséquents, et 30% sur la mécanique. Donc ça le répartit automatiquement. Et c'est ça que vous pouvez justifier à la DGCCRF en disant, moi, monsieur l'inspecteur, je fais du service réellement rendu à mes clients. Quand ils rentrent en mécanique, j'ai bien une répartition correcte et concrète sur les déchets qui viennent de la mécanique. C'est pareil pour les aérosols. Les aérosols, il y en a 30% qui viennent de la carrosserie, 70% qui viennent de la mécanique. Voilà. Cette étude, on vous l'a faite, on vous l'a déjà proposée, mais vous pouvez bien évidemment vous-même changer. Si vous estimez que les aérosols, c'est plutôt 70% de la carrosserie et 30% de la mécanique, il n'y a pas de souci, hein. La responsabilité vous appartient. Voilà, donc tout ça, ça se fait automatiquement. Vérifiez juste cette clé de répartition et vous n'avez plus qu'à rentrer un chiffre d'affaires. Alors voilà, en mécanique, en carrosserie, on va mettre 200 000 €, en mécanique, 150 000 €. Et automatiquement, ça vous calcule le coût, le taux de refacturation que vous pouvez appliquer sur toutes vos factures de carrosserie et sur toutes vos factures de mécanique. Automatiquement. Généralement, on est entre 0,5 et 1,20% maximum. Si vous êtes au-dessus de 1,20, c'est qu'il y a quand même un souci, hein. Ouais. Et le 1,20, quand même, c'est déjà haut. On va s'amuser d'ailleurs à mettre plutôt les 250 000. Voilà, ça sera plus correct. Voilà. Pourquoi un taux de refacturation? Tout simplement, la DGCCRF nous a demandé de conseiller et de promouvoir ce taux parce que c'est une répartition plus juste. C'est plus juste. Ah, si vous pouvez couper le micro. Merci. Non, ça serait actif. Alors, c'est plus juste parce qu'effectivement, une facture, quelqu'un qui va rentrer, qui va avoir une facture de 200 €, qui va payer un pourcentage sur ce 200 €, ça sera plus juste aussi, plus équitable par rapport à un autre qui viendrait avec une facture de 500 €. Plutôt que de mettre une somme, si vous mettez une somme comme le font les experts avec leurs 6 ou 7 €, comment justifier que quelqu'un qui vienne juste pour un rétro paie 6 € alors que celui qui vient pour le pare-choc, pour l'aile, pour le machin paie également 6 €. Voilà, c'est un peu plus délicat à expliquer, c'est moins juste. Donc, privilégiez le taux. Et automatiquement, la troisième consigne, c'était d'informer le client.
on vous a fait un autre onglet donc sur l'information clientèle qui reprend automatiquement les pourcentages et qui explique un petit peu le détail du calcul. Voilà, donc c'est pas bien Florent, compliqué, c'est du copier-coller. Florent, Oui, il y a une question. Est-ce que le taux s'applique sur la totalité de la facture ou juste sur les pièces? bon, sur la totalité de la facture, du coup, c'est vraiment le taux main-d'œuvre, enfin, c'est sur la totalité de la facture. C'est pas que sur les pièces. Vous pouvez justifier que c'est vraiment. Puisque le calcul, en fait, vous prenez tout ce que vous payez au collecteur et vous le divisez par le chiffre d'affaires. Total, Main-d'œuvre, pièces main-d'œuvre de et pièces rechange et ainsi de et suite. autres. Donc, c'est intégré dedans. Voilà. Bon, et puis on est à votre disposition de toute façon pour le voir Mm. directement avec vous, hein. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux. Peut-on appliquer un taux standard? Une autre question. Normalement, non, parce qu'il C'est doit être propre à l'entreprise. Donc, c'est pour ça, on sait que parfois par réseau ou même Mm. s'il y a eu plusieurs sites, normalement, c'est censé être un taux par site. Bon, après, voilà, moi, on a dit, mais voilà. On Normalement, on a eu doit comme pouvoir le dit vérifier dans par les rapport à règles. son propre coût d'élimination des déchets. Donc, C'est ça, dans les règles, on dit que ça doit être du service réellement rendu. Donc, entre les coûts de transport, les coûts de collecte, des choses comme ça, ça varie forcément. Pour aller plus loin, j'ai même des chefs d'entreprise qui ont tenu compte du temps passé des salariés à aller s'occuper de la gestion de déchets. Alors, ils peuvent le justifier auprès de la DGCCRF, et bien moi, un salarié passe 10 minutes par jour. Donc, il s'est fait son propre calcul en intégrant ça et c'est passé. Bon, voilà. Il faut être Laurent, vraiment. mon avis, c'est comme la comptabilité. L'expert comptable, il passe, il donne son avis. Quand vous êtes contrôlé, bah, si vous êtes allé un peu trop loin, bah, en gros, l'État, il ne veut pas. C'est comme la baguette de pain. Si vous la faites payer plus cher l'après-midi que le matin, c'est pas tolérable. Et le fait de Tout mettre à un fait. forfait fait qu'on ne peut pas être juste par rapport à ses clients. On va avoir des tarifs différents si on fait un ratio. C'est-à-dire que je viens le matin, j'ai 100 balles pour une intervention, je viens l'après-midi, j'ai 1000 balles pour une intervention. Si aux deux, on fait payer 1 euro, ben, on comprend que celui du matin a payé 10 fois plus cher. Donc, c'est comme s'il avait payé sa baguette de pain 10 euros. Et ça, c'est intolérable au point de vue de la DGCCRF. Donc, il faut Restez faire un bien sur le pourcentage taux. et l'appliquer. Et pour te répondre, François, quand il y a plusieurs garages, j'ai eu le cas plusieurs fois, c'est litigieux parce qu'il faudrait que l'ensemble des garages ait un taux très très similaire pour que ce soit accepté. On a fait des calculs globaux pour des groupes, mais quand tu fais le calcul global pour un groupe, je leur fais aussi le calcul de l'écart type, c'est-à-dire que je leur dis, attention, comme vous avez un site qui est faible à tel endroit, normalement, si vous voulez être juste et être sûr de jamais être pris en défaut, il faut prendre le taux le plus faible et l'appliquer à tout le groupe. Et là, il te dit, ah bah non, je préfère pas. Bah, à ce moment-là, tu fais un taux par garage. Oui, pour oui. finaliser, pour conclure, le seul risque, enfin le risque que vous ayez, c'est de vous faire du bénéfice sur la refacturation des déchets, ce qui est complètement non conforme. Et c'est là où vous pouvez avoir des pénalités, puisque vous pourriez être considéré comme Chimérec, comme Sevia, comme voilà, un collecteur de déchets, quoi, une entreprise qui traite les déchets. Et alors là, la réglementation d'environnement, je vous explique même pas. Donc, faites attention à ça, c'est pour ça. Ne dépassez pas le 1% 20, voilà. Même un petit peu en dessous de 1% généralement. Merci. Merci à François, merci à Florent pour ces interventions et ces explications. Comme l'heure tourne, je vous propose que l'on poursuive donc notre atelier avec donc Olivier Faure de la société Auto-Éco. Tu partages ta présentation ou tu veux que je le fasse, Olivier? Avec grand plaisir. Ah bah, je crois que C'est bon? Mélanie a dû prendre la main et faire le nécessaire. Elle est parfaite. Merci. Merci. Rapidement, AutoEco, on est né d'un besoin et d'une demande des constructeurs et des importateurs pour leur amener la traçabilité des déchets de l'ensemble de leur réseau. On a démarré, je dirais, quand, j'allais dire tout le monde s'en foutait, mais on ne va pas le dire comme ça, quand moins de gens étaient intéressés par l'environnement, il y a le milieu des années 90, et c'est une spin-off d'une autre entreprise qui faisait que de l'informatique.
et on a la société est née en tant que société à part entière au début 2000, en 2002. Depuis lors, on trace les déchets pour un certain nombre de marques de réseau et on fait des produits, je dirais, liés à tout ce qui est environnement. Aujourd'hui, AutoEco trace pour plus de 90% de tout ce qui se vend en VN en France sont des adhérents AutoEco et on leur propose un service qui est lié à en bas à droite, on est à la sortie du garage, le collecteur vient chercher le petit camion là, des déchets, il les amène à son centre de tri et il nous remonte des informations mensuellement. Nous, on va compulser toutes ces informations, plus la mise à jour de l'ensemble des réseaux de toutes ces marques pour pouvoir faire des tableaux de bord. Voilà, c'est la donnée de base dans AutoEco, c'est le tableau de bord environnemental. Aujourd'hui, AutoEco traite un demi-million de données de collecte par an, bon an, mal an. Avec le Covid, c'est un peu moins, des fois c'est un peu plus. Bon, on va dire que ça plafonne à 600 000 et on travaille avec un peu plus de 150 collecteurs, je crois, qui nous remontent de la data, sachant que les 10 plus gros remontent 95% de l'information. Quelle est votre valeur ajoutée, Olivier, quelle est votre valeur ajoutée par rapport à Track Déchets? Alors, Track Déchets, c'est une émanation de l'État qui est une obligation pour le site en local. En aucun cas, il y a un lien avec Track Déchets et les maisons mères. Mon modèle économique, c'est d'abord de travailler avec les groupes, avec les marques qui veulent l'information globale de tout ce qui se passe chez eux. Et Track Déchets est limité à tout ce qui est déchets dangereux et n'a pas tous les produits annexes. Aujourd'hui, dans AutoEco, on gère 36 filières de déchets qui vont bien sûr suivre tous les déchets dangereux, mais si on prend Meva pour les serviettes, si on prend les fontaines biologiques, si on prend les pneus, si on prend plein d'autres activités comme ça, toutes ces informations, on les a dans Track Déchets pour pouvoir, je dirais, Dans faire... AutoEco. dans AutoEco, pardon. Excuse-moi, tu vois, ils vont me racheter bientôt. C'est-à-dire que quand ils se sont mis en place, ils avaient tellement de soucis que nos standards, ils étaient débordés parce que eux, comme ils répondaient pas, c'est nous qui répondions parce qu'on répond toujours au téléphone. Oui, dans AutoEco, on essaye d'avoir la globalité de l'information. Et ça, c'est notre matière pour fonctionner. Mais de là, on essaye, nous, de faire progresser les réseaux pour essayer d'être un peu plus performants. À partir du moment où on a la donnée globale, on va essayer d'inciter à faire mieux via souvent la tête de réseau, c'est-à-dire pour les marques, ben c'est la marque qui va inciter le réseau. Pour les groupements de garage, ben c'est le groupement qui va inciter. Donc, on essaye de faire ça. Et on est allé assez loin avec Track Déchets puisqu'on a des ponts qui relient nos bases de données de manière justement à ce qu'on puisse suivre que les gens soient bien inscrits. Comme je le disais, c'est important, c'est la loi. Il faut que la personne soit inscrite. Ben, dans la mesure où un certain nombre de réseaux de marques veulent être la mode de ces compliance, qui soit en adéquation avec ce que la réglementation demande, ben, pour être en adéquation avec ce que la réglementation demande, nous, par le pont avec Track Déchets, on peut valider qu'il a bien son code et que tout est vert pour ce garage-là. Donc, on est plutôt, je dirais, plus englobant. Et je n'ai pas d'action étatique, dénonciation et autres. Mon rôle, il est juste de donner de la donnée globale. Il n'est pas de dématérialiser les bordereaux de suivi de déchets dangereux, ce qui est le rôle de Track Déchets. Voilà, si c'est pour la dissociation. Et donc, notre travail, nous, consiste avec l'ensemble de ces données à essayer de faire progresser les réseaux. Et dans les leviers de progression que l'on trouve depuis ces 25 dernières années, on a trouvé, comme à l'école, que les bons points étaient une bonne manière de faire avancer les élèves, les étudiants. Donc, on essaye de classifier par une distinction les garages. On a démarré ça il y a pratiquement 15 ans, puisque cette année, on va remettre les premiers Auto-Eco Clean Emerald, 15 ans. C'est allé vite et au début, on s'est dit on va faire bronze, argent et or. Et puis, on est vite arrivé à 5 ans. On nous a dit mais après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a fait le platine 10 ans, puis on est arrivé à 10 ans. On nous dit et maintenant, on fait quoi? Donc, on sort les émeraudes cette année. Un certain nombre de garages Citroën, puisque à l'époque, Citroën nous avait demandé d'être les premiers pour les 90 ans de la marque, d'avoir 90 garages Auto-Eco Clean. Et donc, cette année, ils auront un certain nombre de garages
Auto Eco Clean Emerald. Et on a déjà prévu pour les 20 ans le diamant. Après, je ne sais pas, je serai peut-être à la retraite, mais bon, il va falloir qu'on trouve des. J'avais plein d'idées. Tu sais, moi, j'étais parti sur mais qu'est-ce qui est plus cher que l'or? Et quand j'ai commencé à dire, bah, dans les métaux précieux, il y a le plutonium. Et on m'a dit non, Olivier, non. Environnement, on ne va pas garder cette idée, elle n'est pas top, top, top. Donc voilà, on est resté sur les pierres. Donc l'idée, c'est de mettre en avant les meilleurs éléments des réseaux pour les féliciter. Je pensais que ça serait vraiment une bouteille à la mer quand on l'a lancé il y a longtemps. Et je me souviens que tu étais déjà là et on en avait parlé. Et petit à petit, on s'est aperçu qu'il y a un réel engouement. J'ai eu la chance de visiter assez régulièrement des garages, des petits garages, des moyens, voire des gros groupes. Quand tu rentres dans le bureau de M. Bernier, qui est à la tête d'une grosse entreprise, qui a un grand nombre de concessions, et que derrière son bureau, tu vois le diplôme Auto Eco Clean Platine et que c'est sa fierté, bah, c'est aussi ma fierté de dire, bon, si on arrive à inciter ces gens-là à trouver qu'il est important de se valoriser sur ce levier, ça me touche et donc le travail est fait. Et je ne veux pas donner que cet exemple, parce que c'est toujours facile de dire, bah oui, c'est un gros groupe, il a des moyens. Je vais te donner un petit exemple plus concret, plus terrain. Il y avait un garage qui faisait partie d'AD, et il est parti d'AD pour intégrer, parce qu'il était plus carrossier premium, et il a trouvé que les valeurs de Five Star correspondaient mieux à ce qu'il faisait. Je te parle de ça il y a quelques années. Par contre, quand il arrive chez Five Star, à l'époque, c'est plus le cas, hein, Five Star n'était pas adhérent aux outils Auto Eco Clean, donc il ne remettait pas les prix. Et donc, ils nous ont appelés en disant, mais nous, on tient, on était bientôt Auto Eco Clean Or, et on voudrait continuer à l'être. Et donc, moi, j'ai dérogé à la règle en disant que je le donnais que quand c'était des groupes et tout ça. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de souci, les filles voulu donner son diplôme. Or, il l'a bien mérité. Et ben, ça a fait boule de neige, puisque dans la foulée, Five Star a dit, ah non, mais c'est un super programme, il faut qu'on le fasse pour tout le monde. Et donc, on l'a fait. Et pour la blague, je suis en croisière la semaine prochaine, moi qui ai horreur du bateau et qui suis malade, pour aller remettre les trophées Auto Eco Clean pour la sortie je sais pas, tous les 2 ans, je crois qu'ils font ça, dans le congrès annuel Five Star ou biannuel, je pense. Je ne sais pas comment on dit pour les 2 Olivier, ans. ouais, Et Olivier, le temps file et je il y sais a bien, je une suis à question, quelle est la 15 démarche pour minutes. adhérer à Auto Eco? Alors, Demande un professionnel. Alors, si c'est un professionnel en direct qui s'adresse à nous, on verra comment on peut faire. Normalement, on intègre plutôt des groupes ou des marques, parce que je n'ai pas la capacité. Dans la base de données, c'est 55 000 garages dans AutoEco. Je n'ai pas la capacité, j'ai qu'une petite équipe de moins de 10 personnes. Je ne peux pas traiter 55 000 garages en direct, donc je passe par leur réseau, leurs antennes. Très, très souvent, les garages, même s'ils sont indépendants, font partie d'un groupement. Ils sont soit Bosch Car Service, ils sont soit. Enfin, il y a plein de groupements. Donc, l'idée, c'est de nous contacter, voir s'ils appartiennent à un groupement, et nous, on essaie de faire la démarche auprès du groupement pour que ça évolue. Je peux Ok, encore consommer mes 6 minutes qui restent? oui, vas-y. Si. Parce que quand on fait le travail sur l'environnement depuis 30 ans, on a un certain recul. Donc, j'ai donné cet exemple de comment essayer d'animer un réseau pour essayer de le faire mieux performer. Je suis ravi que ça marche. Je suis très content que vous receviez la demande de quelqu'un qui spontanément demande d'y adhérer, donc qui nous contacte, qui sera vraiment bien accueilli. J'essayais juste de donner un autre regard, c'est que depuis 12 ans maintenant, on a une soirée qui s'appelle les Trophées de l'environnement qui aura lieu le 19 septembre. Alors, ne me demandez pas tous de venir parce que c'est assez compliqué. On a beaucoup de demandes. On va dire que c'est une soirée un peu élitiste et vous allez comprendre pourquoi. C'est pas que c'est élitiste dans le sens, puisque on va féliciter de la deuxième monte, on va féliciter un peu tout le monde. Mais le but de la soirée des trophées, c'est de féliciter les champions. Comment on fait? On prend notre énorme base de données, on vient chercher dedans les 3000 qui ont les meilleurs critères, on leur demande de participer. La première année, il y a 12 ans, quand on l'a fait, on a eu 33 participants.
L'année dernière, on en avait 513. Donc 513 qui volontairement ont rempli un dossier de 5 pages pour pouvoir participer à des trophées. Toi qui animes des trophées, tu sais ce que ça veut dire. C'est un énorme boulot. Mais je suis fier de dire que oui, on porte ça. Et ce n'est pas un geste complet s'il n'y avait pas l'autre événement que je vais vous présenter et sur lequel vous êtes tous cordialement invités. La soirée des trophées, c'est de montrer à l'ensemble de la profession que non, l'automobile et l'environnement, c'est pas antinomique. Oui, on peut avoir une soirée avec des vrais grands champions et parler d'environnement simultanément. Je paraphrase le patron de l'environnement monde de Renault qui était chez nous il y a 5-6 ans et qui sur scène m'a dit, Olivier, je dois vous dire à toi, à tes équipes, que c'est la seule soirée dans l'année où on vient parler d'automobile et d'environnement en disant du bien. Entre-temps, il y a les événements que vous faites vous, mais bon, à l'époque, on était les seuls à promouvoir ça et ça m'a touché. Mais ça m'a aussi fait réfléchir, ok, si je félicite que les champions, quid des autres? Et donc, on a ouvert une journée qui s'appelle les rencontres de l'environnement et l'automobile. Ça sera le 19 septembre à Chantilly. On a réservé tout l'hippodrome de Chantilly. Et l'idée de cette journée, c'est que tous ceux qui ont un intérêt de près ou de loin à l'environnement puissent trouver l'ensemble des réponses à toutes les problématiques liées à l'environnement. On a abordé certaines ce matin, hein. On a parlé de la refac, on a parlé de... Mais à cette journée, nous, on fait en sorte que tous les acteurs sont présents. On va même avoir un village éco-organisme, on va avoir des simulateurs pour stocker les batteries des véhicules électriques. On va avoir des tables rondes sur différents domaines de gestion de déchets, de stockage des batteries, de remanufacturing. On va avoir des animations parce qu'on sait bien que pour faire déplacer les gens, ben, tous les constructeurs viennent avec les voitures, dernier cri, dernier modèle électrique pour les présenter. On aura des camions, on aura des motos. On va avoir une expo de voitures anciennes. On va avoir un système avec une Formule 1 sur vérin pour que vous pouvez vous prendre pour Ayrton Senna. Moi, ça me rend malade, donc j'y vais pas. Mais j'ai vu que ça fonctionnait bien. Tout ça est fait pour attirer le chaland. Mais une fois sur place, vous aurez toutes les réponses à vos questions environnement et vous repartirez. On a 35 exposants. C'est vraiment ciblé environnement. Je sais et je vous en remercie que Mobiliance fait partie de notre projet sur les REA, les rencontres de l'environnement et l'automobile. Donc, tout ce que je peux vous Et il dire, y c'est aura que... d'ailleurs un atelier, une réunion d'information Mobiliance qui est prévue, je crois, dans l'après-midi pour Tout justement à fait. partager des informations auprès des professionnels qui seront présents à cet Tout à événement. fait. Mobiliance va fêter lors de cet événement les 20 ans de l'ONDA, l'Observatoire national des déchets de l'automobile. On a des marques qui vont... Charteco va lancer son nouveau logo et la nouvelle Charteco pour les 30 ans qui viennent, puisqu'ils ont presque 30 ans dans la vue. On a plein d'actions comme ça, de manière à... Mais vraiment, l'idée, c'est que on a pris une radio qui va arroser la moitié de la France. Ça démarre la semaine prochaine jusqu'en septembre pour pouvoir essayer de faire venir les gens. Il y aura toutes les réponses sur place. Terre souillée, il y aura quelqu'un qui en parle. Communication environnementale, il y aura quelqu'un qui en parle. Refacturation, il y aura quelqu'un. Les gens de Track Déchets seront là. Les gens des éco-organismes seront là pour répondre. Vous serez là. Il y aura des gens qui vont parler de mobilité. Il y aura des gens qui vont parler de PIEC. Il y aura vraiment tous les sujets seront là. Et évidemment, puisque la personne qui devrait me succéder va parler de gestion de déchets pour une marque qui est très connue, puisque je pense, si j'en crois mes bases de données, que c'est le plus gros collecteur spécifique au garage de France, c'est Chimirec. Évidemment que Chimirec sera présent avec la plupart de ses collègues qui nous font l'honneur de venir là pour pouvoir montrer qu'il y a des solutions. L'environnement, ça doit être un projet de tout le monde. Et cette journée, encore une fois, si la soirée des trophées, c'est se focaliser sur les champions, la journée, c'est d'essayer de rendre ça digeste à tout le monde. Voilà. Totalité. Merci beaucoup, J'ai Olivier. 30 secondes d'avance, est-ce que je suis bon? C'est parfait. Merci beaucoup, Olivier. Et en plus de ça, tu as fait un passage de relais formidable auprès d'Aurélien. Parce qu'il y a Aurélien qui va parler? Oui. Tu vas être méchant, Olivier. Tu veux Bonjour, Aurélien. Parle de toi, Aurélien. Exactement, j'allais te dire, arrête-toi là, tu vas être méchant, Olivier. J'ai encore 10 secondes, Aurélien, je peux peut-être les utiliser? Non, écoute, je pense que
Bon. Bonne journée à toi et montre-leur toutes les qualités de votre belle entreprise. Merci. Voilà, donc on est ravis d'accueillir Aurélien pour le groupe Chimirec, que vous connaissez sans doute effectivement tous. Voilà, il y a effectivement un certain nombre de collecteurs qui interviennent et aujourd'hui, c'est Chimirec qui nous fait le plaisir d'être là pour nous partager un certain nombre de retours d'expérience et de témoignages sur des bonnes pratiques. Aurélien, à toi la parole. Hop, merci. Eh ben, écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc merci effectivement de nous recevoir et de nous permettre de présenter. Alors, je vais présenter un tout petit peu l'entreprise, mais comme tu le disais, bon, on est un peu connu dans le monde automobile, donc je vais aller très vite là-dessus. L'objectif aujourd'hui, c'est pas de promouvoir c'est pas de promouvoir l'entreprise Chimirec, c'est plutôt de vous donner des règles de bonne pratique dans la gestion de déchets et de vous expliquer aussi un petit peu comment on fonctionne et pourquoi on fonctionne d'une telle manière et quelles sont les règles d'usage qu'on doit avoir dans la gestion de déchets dans un atelier automobile, que ce soit carrosserie ou mécanique. Hop. Je vais prendre la souris. Donc aujourd'hui, au niveau du groupe, donc on est toujours un groupe indépendant et familial. Je vais pas dire le dernier, mais en tout cas un des seuls avec un rayonnement national, donc qui a été créé par Pierre Fixot en 1958, qui s'est ensuite développé avec l'apparition des réglementations, notamment en 1975 sur les premières réglementations avec l'obligation de séparer les déchets dangereux et les déchets non dangereux. Au décès de Pierre Fixot, Jean Fixot a repris l'entreprise en 1987, sur lequel, à cette époque-là, il y avait une dizaine de collaborateurs, à peine une dizaine de collaborateurs pour la collecte des huiles en Île-de-France et la collecte des déchets également. La dernière date de l'histoire, c'est 2022 avec le déménagement du siège social et du dépôt historique de Chimirec d'Uni, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et qui a déménagé sur un site qui est parlant dans l'automobile, puisque c'est une partie de l'ancienne friche de PSA à Aulnay-sous-Bois, donc sur lequel il y avait un certain volume de terrain disponible sur lequel on a installé nos installations. Aujourd'hui, donc au niveau des secteurs, donc on est présent dans la totalité des secteurs de réparation automobile. Alors nous, on a l'habitude de dire chez Chimirec que l'automobile, en gros, tout ce qui n'est pas automobile est industriel, et en gros, tout ce qui est automobile, c'est là où il y a des roues, un moteur et de l'huile. Bon, c'est de moins en moins vrai sur les huiles, sur les filtres, etc. Mais on espère que ça perdure quand même un peu. Et a priori, c'est pas prêt de s'arrêter. Avec avec des noms que vous voyez en bas qui sont représentatifs. Tu parlais tout à l'heure, Olivier, je sais pas si tu es là, mais tu parlais tout à l'heure du groupe Bernier, voilà, qui fait partie effectivement de nos clients, et vous voyez un certain nombre Quand de tu marques. parles, je suis toujours là, hein, mais je voulais me faire discret. Ah, c'est gentil, Olivier, mais tu sais que je pense toujours à toi. Et donc un certain nombre de marques, et également des partenaires institutionnels, notamment donc Mobiliance et Auto-Eco qui sont présents aujourd'hui, et également la French Fab, qui promeut l'industrialisation française. Un petit point sur la partie découpage, logistique et commercial. Donc aujourd'hui, 21 dépôts principaux et 43 dépôts au niveau de la France. C'est une volonté d'augmenter le volume de dépôts en France, puisque cette année, on devrait en ouvrir encore au minimum 3 complémentaires pour pouvoir finalement avoir un rayonnement qui soit de plus en plus dense, et avoir une proximité beaucoup plus forte avec nos clients. Donc une présence nationale et 2 activités, mais je vais revenir juste après, donc je vais vous les passer, mais collecte et regroupement, et ensuite les centres de traitement, ce qui va, j'espère en tout cas, vous intéresser pour vous expliquer ce qu'on fait du déchet derrière. Quelques chiffres, aujourd'hui 360 000 tonnes de déchets collectés en 2023, 93 000 tonnes d'huile usagée, donc ce qui fait de nous le premier collecteur d'huile usagée
en France. Et 47 000 clients actifs à peu près. Tu citais Olivier 55 000 garages. Je crois, mais je n'ai pas la certitude qu'il y a globalement un peu plus de 40 et quelques mille garages qui font collecter au minimum un déchet en France, et le groupe Chimérec dans l'automobile est présent à un peu plus de 20-22 000 clients sur l'ensemble du territoire national. Et 1500 personnes sur le groupe en France, avec une équipe commerciale de 200 personnes aujourd'hui en France, et notre principal, les chauffeurs et les chauffeurs et les personnels d'exploitation sont les principaux aussi garants de notre prestation en France. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, donc aujourd'hui, on a basé, j'ai basé cette thématique aussi sur plusieurs activités. La première, la collecte des huiles usagées sur les départements. Vous savez que ça a changé en 2022 avec la partie Cyclevia, donc qui est l'éco-organisme qui régit la collecte des huiles maintenant en France. Ensuite, ce qu'on va retrouver dans les garages, c'est les déchets industriels dangereux. Donc déchets dangereux issus de la réparation mécanique ou de la carrosserie, avec des déchets que vous connaissez, hein, la partie filtre à huile, liquide de refroidissement, aérosol, batterie au plomb, les pots de peinture pour l'activité carrosserie. Mais il y a tout un tas de déchets qui existent, puisqu'il y a un panel de plus de 30 déchets dangereux qui peuvent exister dans un garage, tels que les carburants usagés. On ne va pas oublier les liquides de frein qui sont présents en petite quantité, mais qui viennent potentiellement, si vous les mélangez à l'huile, qui viennent polluer l'huile, puisque le liquide de frein est corrosif. Voilà, et donc on va y revenir, mais c'est des règles très simples, mais qu'il faut mettre en place dans les ateliers pour s'assurer qu'à un moment donné, le tri se fasse bien et que la valorisation des déchets soit possible. Et ensuite, donc les déchets industriels non dangereux, les cartons, les pare-chocs, les pare-brises, sur lesquels, là aussi, quand ils sont en mélange, c'est plus compliqué de les traiter de manière responsable. Quand ils sont séparés, le carton repart en carton. Le pare-choc aujourd'hui, ça repart chez des constructeurs automobiles pour faire de la pièce cachée, type cache de carter. Le pare-brise aujourd'hui repart dans du verre également. La palette, on peut en refaire du bois, type bois d'ameublement. Donc l'objectif de trier les matières, c'est pas juste de faire joli dans un garage, c'est vraiment de pouvoir s'assurer que derrière on peut donner une seconde vie aux déchets. La quatrième activité, c'est l'assainissement et l'hydrocurage, notamment avec la partie nettoyage des séparateurs à hydrocarbures, des désuleurs, des débourbeurs, voilà, tout ce qui va être assainissement dans un garage. Il faut le faire au moins une fois par an pour s'assurer que les installations fonctionnent, qu'elles ne soient pas vétustes non plus, qu'il n'y ait pas une vétusté trop rapide. Et puis accessoirement, le principal atout de nettoyer un séparateur, c'est de ne pas polluer les milieux aquatiques, puisqu'un séparateur qui est bouché, ça veut dire que c'est de l'eau qui irait se déverser dans des réseaux, potentiellement dans des réseaux d'eau qui viendraient être pollués. Et la dernière activité, c'est aussi tout ce qui va être mise en conformité du garage. Voilà, on va citer les bacs de rétention. Donc le bac de rétention a un intérêt pour éviter une pollution accidentelle. Un entonnoir qui, pareil, va permettre juste à bas coût de pouvoir s'assurer qu'un liquide, plutôt que de viser une bonde de 5 cm, viser un entonnoir de 60 cm, c'est peut-être un peu plus simple pour les compagnons. Et accessoirement, ça permet aussi de gagner de la rentabilité sur le fonctionnement des gars dans l'atelier. Pour la collecte des déchets... Il y a une question, pardon. Excuse-moi, je vois pas, je t'en prie, je vois pas le chat. Ouais, c'est pour ça que j'en profite. Alors, c'est peut-être pas toi directement qui pourra y répondre, peut-être François et Florent. Oui, oui, tout mais à j'en fait. profite parce qu'il reste 5 minutes. Donc, c'est une entreprise qui est cliente depuis des années chez vous, a priori chez Chimérec, dans votre entreprise. Et malgré cela, donc la communauté de Marseille nous facture la taxe spéciale des déchets. Comment en être exonéré? Est-ce que rapidement, François ou Florent Oui, ou Aurélien, vous pouvez répondre? effectivement... Pardon, vous m'entendez? Oui, oui.
Ouais. Vous pouvez faire effectivement la demande de l'exonération en montrant que vous passez par un prestataire privé et que vous n'utilisez pas les services de la mairie. Si vous pouvez être accompagné, Magali, je crois que tu es là aussi, puisque ça a l'air d'être sur ton secteur. Mais c'est au bon vouloir de la mairie, malheureusement. Des fois, on arrive à l'obtenir et des fois, non. Donc, ouais, voilà. Il faut voir C'est avec le sûr, maire, il faut essayer de ouais. se battre. Ça fait un manque à gagner pour eux. Donc, je crois qu'ils n'ont pas d'obligation, mais après, voilà, vous êtes quand même ressortissants de leur commune. Vous leur apportez aussi d'autres taxes et vous avez des salariés, etc. Donc, je pense que voilà, le mieux, je vois que vous mettez des justificatifs, lesquels, etc. Je pense que le mieux, c'est de voir avec Mobiliance, votre interlocuteur chez Mobiliance, qui vous accompagnera, qui vous aidera. On a des modèles de courrier, tout un tas de choses. Donc, voilà, je pense qu'on Tout à fait, pourra. on a les modèles de courrier, les Ouais. justificatifs, c'est de montrer que vous passez bien par Chimérec pour tout ce qui est ordures ménagères, si vous avez bien la benne tout venant ou en tout cas des déchets non dangereux. Exact. Voilà, on poursuit et Allez, du coup, Aurélien, il reste que quelques minutes. Ouais, Voilà, je puis on va vais essayer de faire finir vite. à l'heure au maximum. Ouais, Merci. je vais essayer. Merci. Bon, pour collecter les déchets, donc déchets plateaux pour les déchets dangereux et déchets et la partie pour les déchets liquides, la partie citerne et ensuite les collectes des déchets non dangereux. On a également des véhicules appropriés. Je vais passer rapidement du coup au vu du timing aujourd'hui sur la partie des huiles usagées. Juste le point qu'il faut retenir là-dessus, c'est que depuis janvier 2024, la partie des huiles est également réglementée avec le bordereau de suivi de déchets. Il y a deux choix, soit le collecteur, quand il vient, vous pouvez valider du coup la partie traçabilité avec votre code à 4 chiffres sur le smartphone s'il en est équipé, soit aller le valider directement sur Track Déchets. Sinon, il y a une possibilité d'activer la délégation de signature. Et donc, ça veut dire que quand on vient collecter les huiles, vous n'avez pas à valider sur Track Déchets cette étape-là. Elle est automatisée sur cette partie-là. Et vu que c'est une prestation régulière, je vous invite très fortement à le faire puisque si vous n'êtes pas en possession du code, ça deviendrait être compliqué pour pouvoir valider la prestation. Juste sur la réglementation, donc une réglementation qui est pas d'aujourd'hui sur la gestion des déchets dangereux, qui date de 75, qui est complétée par une réglementation de 88 et ensuite modifiée également dans les années 2000 sur la partie bordereau de suivi de déchets. Et donc la règle d'or dans le déchet dangereux, hein, c'est que vous êtes responsable de vos déchets jusqu'à l'élimination finale. Donc en gros, choisissez un collecteur habilité qui vous fait les choses dans le bon ordre, puisque si vous choisissez un collecteur qui potentiellement ne respecterait pas les règles, vous restez responsable et donc vous êtes amendable sur cette partie-là. Hop, je passe sur la partie du coup réglementation. Juste les contenants, pareil, c'est un point extrêmement important, la partie contenants. Aujourd'hui, vous avez des contenants. Les contenants, en tout cas, si vous n'en avez pas, il faut des contenants spécifiques pour la gestion des filtres, pour la gestion des aérosols. Par exemple, sur la spécificité aérosol, vous avez des bombes dégazeurs qui sont là pour, en cas de surpression dans le fût, que le fût explose pas, mais que ce soit cette petite bombe qui saute pour s'assurer qu'il y ait bien un dégazage. C'est des choses toutes bêtes, mais c'est réglementaire. Tout comme sur les pots de peinture, les matériels souillés, la sache bleue que vous voyez sur le bac 600 litres, elle est réglementaire et c'est pas juste pour protéger notre bac qu'on met cette sache-là. C'est une sache qui est vraiment réglementaire, qui est une homologation UN pour le transport, pour le stockage et le transport de matières dangereuses. Quelques conseils, hein. C'est des conseils tout bête, hein, mais je vais vous en citer un, par exemple, les batteries, on les met les cosses vers le haut. On mélange pas, je vous le disais tout à l'heure, on mélange pas un liquide de frein avec de l'huile parce qu'on le régénère pas de la même façon. Le liquide de frein, c'est incinéré puisqu'on peut pas le régénérer. Les huiles sont régénérées aujourd'hui, en tout cas chez Chimérec, à quasiment 80%. Si vous les polluez avec d'autres fluides, parce que c'est plus simple de mettre un carburant avec de l'huile, du coup, on pourra pas les régénérer. Stockez bien vos déchets liquides sur rétention et assurez-vous de la bonne traçabilité de vos déchets via Track Déchets. Hop, je passe là-dessus. Juste pour vous donner un exemple de traitement,
Sur la partie des filtres à huile, aujourd'hui, donc nous, on a une capacité de traitement d'à peu près 30 000 tonnes de filtres à huile. Pour vous donner une idée, un filtre à huile usagé, donc qui est gorgé d'huile, c'est 750 grammes. Je vous laisse faire le calcul pour voir combien de filtres à huile ça représente. Et donc, sur le mode de traitement de ces filtres, à la fin, on va distinguer 3 types de déchets. Les huiles qu'on va pouvoir régénérer, comme je vous le disais, à 80%, le métal à 37% qui va repartir en fonderie pour refaire du métal, et les papiers et éléments filtrants qui vont être à hauteur de 42%, qu'on va du coup mettre dans un autre outil qui est un combustible de substitution énergétique qui va pouvoir, lui, être utilisé en combustible, notamment pour pour faire de la chaleur chez les cimentiers. Ça évite d'utiliser de la matière neuve et donc d'utiliser du déchet plutôt que de la matière neuve pour recycler le déchet. Hop, passe rapidement, Christine, pour essayer de respecter le timing qui est déjà dépassé. Juste sur les contenants des déchets dangereux, alors je voulais juste vous mettre là les pictos. Aujourd'hui, pareil, quand vous triez les différents déchets, c'est pour leur donner une seconde vie. Les pare-brises repartent en verre, les pare-chocs repartent en polypropylène, les métaux, du coup, repartent en métaux. On fait d'ailleurs de plus en plus le tri des disques de frein, puisque les disques de frein, il y a un constructeur automobile qui est en train de regarder pour refaire du disque de frein avec. Les cartons, ça repart en carton. Donc il y a un vrai intérêt du coup environnemental et de régénération, en tout cas de recyclage des différents déchets. L'assainissement, je vous en parlais tout à l'heure, il y a vraiment aussi là une protection des milieux aquatiques à avoir pour s'assurer que les milieux aquatiques ne soient pas pollués. Et je crois d'ailleurs qu'il y a des aides pour la mise en conformité des garages. Sur les tris des différents multibox, donc des différents flux, ça a deux intérêts. D'une, marketingment parlant, pour s'assurer que vous puissiez promouvoir le fait que vous triez bien vos déchets. Et deuxièmement, encore une fois, quand on trie les différentes matières, on peut leur donner une seconde vie. Hop, je passe, j'enverrai la présentation et donc s'il y a besoin de et elle sera la sur revoir, le site de Mobiliance. pas de Merci. souci, j'ai compris. Juste au niveau de la partie produits annexes, aujourd'hui, il y a aussi, ça c'est un nouveau métier, en tout cas nous qu'on a mis en place, mais c'est tout ce qui est mise en conformité des garages avec la partie des bacs de rétention, s'assurer que vos produits, notamment un filtre à huile aujourd'hui, est considéré comme un déchet liquide. Donc est-ce que le filtre à huile usagé est bien stocké sur rétention pour s'assurer que si demain il y a un contenant qui fuit, qu'il soit bien préservé. Des cuves double paroi pour s'assurer que les huiles, qu'elles soient neuves ou usagées, qu'il n'y ait pas de déversement accidentel potentiel. Ça veut dire qu'il y a une double poche à l'intérieur qui vient sécuriser le stockage des huiles. Et quand les déchets sont stockés en extérieur, une capacité aussi d'avoir des conteneurs, c'est parfois plus simple que de créer un abri fixe parce que le conteneur est mobile et peut être bougé. Ça vous permet aussi de s'assurer que il n'y a pas d'eau qui rentre dans les contenants, donc vous ne payez pas de l'eau au prix du déchet dangereux, notamment, et de s'assurer de la sécurisation, encore une fois, des différents milieux aquatiques. Je vous en parlais tout à l'heure, la partie entonnoir, avec la capacité à pouvoir viser 60 cm, c'est plus simple que de viser une bombe de 4 ou 5 cm. Donc c'est des règles simples, mais c'est des règles qui, dans un garage, vous permettent d'avoir une vie un peu plus facile et de s'assurer de la mise en conformité de vos différents garages. J'ai fait vite, j'ai essayé de faire vite. Voilà, en tout cas, merci pour l'écoute. Merci de nous avoir permis d'intervenir aujourd'hui. Et voilà, et aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir trier les déchets et de s'assurer qu'on puisse donner une seconde vie aux déchets, puisque dans le monde automobile, on va être à peu près à 80%, dès l'instant où les déchets sont bien triés, on va être en capacité de recycler et donc de réutiliser 80% des déchets en matière secondaire régénérée. Super. Un grand merci. Comment peut-on prendre contact avec Chimirec? On mettra les liens. Alors, soit tu veux le mettre dans le chat dès maintenant, Aurélien, sinon il y a sur le site de Mobiliance, on vous mettra les contacts.
qui doivent déjà y être, je pense, mais on vous Oui, remettra il y a ça au aussi niveau de l'atelier. il y a aussi le catalogue de Chimérec. C'est vrai qu'ils ont des produits bien sympathiques. On n'a pas eu le temps de parler de la fontaine, du nettoyant en frein, de l'absorbant, tout ça, mais c'est vrai que vous avez des bons produits. Voilà, bien. désolé, l'heure est passée très très vite. Nous avons déjà 5 minutes de retard. Or, on s'attache à respecter l'horaire car nous avons tous nos contraintes. Je vous invite à contacter vos correspondants Mobiliance si vous avez d'autres questions pour développer des points et des sujets. Le replay sera disponible sur le site de Mobiliance ainsi que les présentations et les contacts. Encore merci à tous de votre présence ce Merci. matin. Très belle journée et à très bientôt. Merci, revoir. à très Merci, au bientôt. revoir. Au revoir.